Bonjour, bienvenue à tous pour ce 8e numéro des Rendez-vous de l'IT, cette fois-ci en partenariat avec APX. Aujourd'hui, nous allons parler d'hyperconvergence, un concept qui arrive progressivement dans les data centers. C'est une technologie qui est naissante, qui va arriver dans quelques temps à maturité, mais qui provoque déjà un certain remous au niveau du marché. J'en veux pour preuve quelques chiffres IDC que je vais vous livrer maintenant. Au troisième trimestre 2014, IDC indique que le marché des infrastructures et des plateformes intégrées dans la zone EMEA a progressé de 38,2% pour atteindre un montant global de 616 millions de dollars. La croissance a été très forte en Europe de l'Ouest sur ce segment, avec un bond de 19% des livraisons en un an, alors que le marché de l'infrastructure est plutôt calme en ce moment. Pour parler d'hyperconvergence avec nous aujourd'hui, nous sommes avec deux experts, Yves Pellemans, directeur technique d'APX, bonjour. Bonjour. Et puis Christophe Le Sur, qui est directeur avant-vente chez Intrinsèque, bonjour à vous. Bonjour. Puissance de calcul, stockage, réseau, où en est-on aujourd'hui dans le data center? Peut-être première question à Yves, comment se compose aujourd'hui une architecture classique dans un data center? Comment se compose aujourd'hui un data center? Le data center est historiquement découpé par silos à la fois applicatifs et technologiques. Dans les silos technologiques, on va avoir le stockage d'un côté, qui doit répondre à des besoins de stockage de la donnée et de conservation. On va avoir un deuxième silo qui est important, qui est le silo du réseau, de la communication, qu'il y a à la fois sur l'IP, ce qu'on appelle la communication entre les serveurs eux-mêmes, et à la fois sur la donnée, souvent du protocole SCSI, pour basculer la donnée d'un silo à un autre. Le troisième niveau de consolidation est au niveau des serveurs, où on a vu des serveurs et des piles de serveurs, des racks de serveurs devenir des serveurs pizza, redevenir des serveurs consolidés dans ce qu'on appelle des bleds aujourd'hui, qui vont regrouper ces serveurs pour essayer d'en réduire un peu les coûts. Alors ça, c'est un point déjà très intéressant, c'est qu'au sein de ces trois silos, qui restent relativement étanches les uns aux autres, on assiste déjà à une forme de densification des ressources, avec notamment la virtualisation des serveurs. Ça, c'est un mouvement qui existe depuis déjà quelques années, Christophe. Oui, on l'a vu, nous, les premières opérations de virtualisation pour nos clients, c'est 2006, fin 2006, début 2007, principalement secteur banque-assurance, sur des modèles d'infrastructure as a service, alors qu'on n'appelait pas encore à l'époque le cloud computing, parce que c'est venu après avec le marketing d'Amazon et de Rackspace, mais concrètement, en fait, tous les jalons, toutes les briques de base étaient déjà là pour commencer à avoir ces petits bouts de convergence où avant on était serveur par serveur, B rack par B rack, zone de disque par zone de disque, avec un premier niveau d'intégration, on va dire, avec la naissance de la virtualisation. Dans cette configuration-là, Yves, chaque silo étant plus ou moins géré de manière étanche, comment se faisait la communication entre les différents silos, stockage, puissance de calcul et réseau? Alors, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que la virtualisation, en venant chapeauter, en venant apporter une couche d'abstraction, remonter toute l'intelligence qu'on avait dans le stockage, dans le réseau et dans le serveur, à un niveau logiciel. C'est-à-dire, la conséquence, c'est qu'en montant cette abstraction au niveau logiciel, on pouvait commencer à se poser la question de dire est-ce que je dois continuer à gérer ça par silo? Un silo, pour bien redéfinir ce que c'est, un silo stockage, c'est je mets l'infrastructure de stockage, je définis pour quelle capacité, minimum et maximum, elle va être designée, ce qui va me donner les qualités de disque, les qualités de composants, l'intelligence que je dois embarquer, le type de connexion, SAN, IP, etc. D'accord. Et sorti de ce design, quand vous allez arriver à la rupture, c'est-à-dire au niveau haut de l'infrastructure qu'elle a dépensée, vous êtes obligé d'en penser une autre, de la mettre en production et faire une évolution comme ça par bond technologique. L'avantage de travailler avec une couche software qui va gérer la partie ressources va nous permettre de dire qu'un silo de stockage, un pool de ressources qui comprendrait du stockage, peut agrandir par ajout de pools de ressources les uns à côté des autres, et pas forcément par redéfinition du pool. On gagne en argent à redéfinir un pool, à l'installer, à le mettre en production. On gagne aussi dans la gestion de l'obsolescence du matériel, qui n'est plus obsolète à 3 ans, mais qui peut avoir des pools de ressources avec des niveaux de service différents. Moi, je vais te donner un regard un petit peu différent, qui est celui du fournisseur d'infrastructure. C'est-à-dire, à partir du moment où tu produis de l'infrastructure as a service pour des clients, ce que viennent acheter les clients, en l'occurrence chez Intrinsèque, c'est un niveau de performance, un niveau de SLA, un niveau de disponibilité de cette infrastructure, et il n'est pas question, en fait, que cette infrastructure ne puisse pas suivre le time to market nécessaire au système d'information client. Donc, par rapport à ça, quand tu travailles en silo
isolé, l'évolution d'un silo ou le damage control d'un silo quand on a des incidents, c'est quelque chose qui devient rapidement compliqué. Il faut voir aujourd'hui que des silos de production, on parle à chaque fois de plusieurs centaines de téras de stockage, si je prends l'exemple du stockage, ou de plusieurs dizaines, voire centaines de lames de calcul quand on est sur des silos de calcul. On a nécessairement eu besoin de mécanique agile, intelligente pour aider justement les fournisseurs de services dont font partie Intrinsèque, mais pas que, hein, et aussi les clients qui avaient ces contraintes de disponibilité, ces contraintes de performance, à pouvoir évoluer facilement et à ne pas être obligé de rester bloqué au niveau d'un silo. Pour parler un peu des produits convergés, des appliances convergées, on les a vus apparaître sur le marché il y a quelques années, il y a je dirais 4-5 ans, hein, je pense notamment à Vispex de MC. Est-ce qu'on commence à en voir dans les data centers? Est-ce qu'on commence à en voir dans les racks? Peut-être Christophe. Côté Intrinsèque, service provider, la réponse est oui sur les appliances convergées. Pour une bonne raison, on parlait tout à l'heure de silos, on a cherché toutes les mécaniques nous permettant d'être le plus efficient possible pour nos clients. Est-ce que peut-être Yves, vous pouvez décrire ce qu'on trouve dans une appliance convergée, concrètement, comment ça fonctionne? Alors le convergé est relativement simple, hein. On va le construire, on va définir quel est notre objectif, l'objectif de vCPU, vGiga de mémoire, vDisque, la consommation globale qu'on veut lui faire porter, d'accord, et on va définir une infrastructure de stockage, de réseau, de serveur, compiler le tout, le pré-racker, le pré-câbler, le pré-configurer, le but étant de, comme on le disait, en réduire les coûts de possession, mais d'automatiser le maximum de tâches, comme le disait Stéphane. Donc on va construire effectivement ces convergés avec des infrastructures de référence qui vont nous permettre de mettre le bon stockage, le bon réseau, le bon serveur pour pouvoir alimenter la puissance attendue avec les couches d'automatisation qui vont nous permettre de dire que tout compte fait, in fine, quand je provisionne un serveur, je sais quel type de connexion va aller via le réseau pour aller chercher le bon stockage à la bonne performance suivant la qualité de service que j'ai définie. Alors là, il y a déjà une petite nuance, parce que moi j'évoquais les box convergés, les tout en un, finalement, les sous forme d'appliance. Là, ce que vous évoquez, c'est des infrastructures définies par un architecte et qui sont convergées. Alors pas tout à fait. Ce qu'il faut comprendre dans les infrastructures de référence, hein, de converger, c'est que c'est convergé sans scala in et scala out. C'est-à-dire qu'ils peuvent grossir avec l'ajout de box converger les unes à côté des autres, ou dans la box la faire évoluer elle-même. On verra dans les infrastructures de référence, vous parliez de Vespex, on pourrait parler de VCE avec leur VBlock, aujourd'hui ajouté, qu'on est capable de dire que ce bloc de ressources, ce pool de ressources en convergé, peut grossir en interne avant de pouvoir en mettre un deuxième, un troisième, un quatrième. En les empilant littéralement. En les empilant littéralement, mais à la dimension d'un rack. Derrière ça, il faut voir que pour les services providers, le gros du coût d'une unité d'œuvre, c'est pas le matériel, c'est l'humain et la R&D qui est derrière. Et je pense que quand on raisonne au niveau d'un client final, c'est la même chose. Ce qu'il veut, c'est redonner du temps à son équipe informatique pour se consacrer au métier. Et in fine, ces produits-là permettent de simplifier, de gagner du temps et de réduire le niveau de complexité, au moins en première approximation. Là où avant, il fallait l'expert stockage, l'expert virtualisation, l'expert du paramétrage du BIOS de la machine, on se retrouve avec des interfaces qui permettent, comme le disait Yves, ce niveau d'automatisation et qui permettent d'aller plus vite et donc de gagner du temps et de l'argent. Pour quelles raisons on va vers les infrastructures hyper convergées alors que la convergence permet finalement de faire déjà beaucoup de choses? Quelle est la limite d'une infrastructure convergée? Alors, ce n'est pas une limite de l'infrastructure convergée. Moi, je parlerai de la limite de l'infrastructure hyper convergée tout à l'heure. Je pense qu'il y a une chose, c'est qu'on est dans la notion d'appliance convergée, comme tu le citais, Guillaume, mais l'appliance est logique. C'est-à-dire que ça reste un rack dans lequel on a mis des composants, qu'on a associés, qu'on a validé la bonne intégration et la bonne automatisation. Quand on arrive dans l'hyper convergé, on va différemment. On commence à prendre aujourd'hui des appliances le plus standardisées possible et qui sont là des appliances physiques, dans lequel on va virtualiser les composants de stockage, de RAM, de CPU et de management, de façon à avoir l'ensemble dans un pur appliance.
Le but là, c'est de définir le Lego le plus petit, la pièce de Lego le plus petite, qui va nous permettre une scalabilité assez énorme. On essaye quand même là exactement de se caler sur les modèles très élastiques que sont les clouds publics, Amazon, Google, Facebook, Twitter, qui eux ont plutôt designé eux-mêmes leur carte mère avec leur processeur, leur mémoire sur de l'open compute parce qu'ils peuvent avoir des équipes de 500, 1000, 2000 personnes pour faire de l'ingénierie, mais qui ont aussi standardisé au plus petit tenant l'infrastructure, avec des appliances qui portent quelques processeurs, quelques disques, et quand j'en mets un, ça fait 500, 5000 IOPS, quand j'en mets deux, ça fait 10 000, 20 000, 30 000, pareil pour les gigaflops de calcul. Donc si je comprends bien, sur les modèles hyper convergés, il y a deux scénarios possibles, soit de l'empilement de produits convergés, on l'a évoqué tout à l'heure avec les appliances, soit la définition d'une infrastructure hyper convergée sur le modèle Open Compute. C'est les deux scénarios qui sont envisageables aujourd'hui ? Alors là, Guillaume, je te reprends parce que pour moi, il y a un scénario où on va définir des pools de ressources. Et là, c'est bien quand vous avez une dichotomie entre le processeur, la mémoire et le disque. Si vous avez un tout petit peu de processeur et beaucoup de disques parce que vous faites un serveur de stockage, in fine, de partage de fichiers pour vos utilisateurs, c'est pas le même design de pool de ressources que si vous faites du HPC, du calcul intensif, sur lequel vous avez besoin d'un petit peu de stockage, mais beaucoup de CPU. Là, le convergé convient très bien puisque permet de définir des pools de ressources à l'usage, suivant les usages, VDI, Cloud, HPC, archivage, etc. Sur la partie hyper convergée, dès que vous avez un ratio entre le processeur, la mémoire et le disque assez équilibré, vous allez pouvoir effectivement héberger ces VM dessus ce type d'infrastructure qui va, elle, évoluer par bloc. Et là c'est plus la notion de Lego que l'on va empiler les uns sur les autres pour partir du plus petit tenant, transformer un data center en mode cloud et en mode CLO sur quelques dizaines ou centaines de VM à monter à plusieurs milliers, voire plusieurs millions. Donc c'est vraiment au niveau de la DSI que la différence va pouvoir se faire sentir. Alors, les DSI les plus avancés aujourd'hui discutent avec leur direction métier sous forme de catalogue de services. Et donc sont capables de proposer tel pool de stockage, tel pool de ressources, et éventuellement derrière avec du convergé ou de l'hyper convergé, pour que le métier derrière puisse faire un petit peu son picking et qu'il voit sa DSI comme une source en fait de solution, une source d'innovation plutôt qu'une source de contrainte ou de ralentissement. Pour autant, ça nécessite quand même un travail humain qui peut être porté par un service provider, un infogérant ou une DSI finale d'un client pour constituer ces pools de ressources, constituer ce catalogue de services avec éventuellement des briques logicielles au niveau en fait des data centers virtuels, de la virtualisation qui vont s'appuyer sur du convergé ou de l'hyperconvergé et proposer quelque chose qui fait une abstraction en fait de cette technologie pour laquelle la plupart des directions métiers c'est pas leur sujet concrètement et revenir sur un catalogue de services d'unité d'offre simple qui est qu'est-ce que tu souhaites ? Combien de temps ton application peut-elle s'arrêter ? Combien de temps maximum de données en cas de sinistre majeur acceptes-tu de perdre ? Et là, par rapport à ça, la direction métier sait se positionner. Et donc la direction informatique peut demander à son prestataire de service ou à son équipe interne de designer tel pool de ressources ou de s'appuyer sur tel ou tel type de matériel. Une question peut-être un peu triviale pour finir. À la grande époque de la virtualisation, on avait la possibilité, avec un serveur x86 classique, d'installer un hyperviseur et de virtualiser des applications sur un serveur déjà existant, ou sur un serveur qui pouvait déjà être dans le patrimoine, dans le capital de l'entreprise. Avec l'hyperconvergence, est-ce qu'on est obligé de redéfinir toute l'infra et donc d'avoir une nouvelle infrastructure, ou bien, dans certains cas de figure, on peut adapter une infrastructure existante à un scénario hyperconvergé ? On a deux cas d'usage. Souvent, on arrive avec une infrastructure convergée ou hyper-convergée pour créer un silo cloud, les conditions nécessaires aux équipes d'IT pour créer leur catalogue de services. Une fois fait, on va commencer à commissionner des applications sur cette infrastructure. Bien sûr, on va se poser la problématique de l'obsolescence du matériel. Cette infrastructure que j'ai décommissionnée, que puis-je en faire ? Le convergé, qui peut être construit manuellement par des architectes, un cloud builder comme les APX, va permettre de dire sur les infrastructures que vous avez aujourd'hui, que vous avez décommissionnées, qui ont encore de l'amortissement, on va pouvoir récupérer le stockage, le réseau, le serveur, en faire un pool de ressources concret
idéal par rapport aux ressources que l'on récupère et avec un niveau de service qu'on va mesurer ensemble. Là, on va gérer tout ce qui s'appelle la gestion du changement, la gestion de l'obsolescence. Et après, effectivement, souvent, ce pool de ressources, une fois récupéré cette gestion du changement, va grossir par building block. Et je pense qu'on verra dans tous les data centers de l'hyperconvergé et du convergé cohabité, car ils ne répondent pas exactement aux mêmes besoins, comme je vous disais, entre la dichotomie que l'on peut avoir entre CPU, mémoire et disque, en termes d'usage sur de l'hyperconvergé, sur lequel on a des limites matérielles qui font qu'on doit avoir un équilibre de ces plateformes, alors que le convergé peut être dimensionné vraiment à l'usage principal fait en termes de disque, de CPU et de mémoire. Merci à tous les deux pour votre expertise sur cette notion d'hyperconvergence, ce nouveau concept qui rentre progressivement dans le data center. J'espère que ça vous aura éclairé, ça aura peut-être aussi donné des idées sur l'avenir du data center. Quant à moi, je vous dis tout simplement à bientôt.